qu'est-ce qu'on entend par communication animale en fait. Ça c'est important. Parce que les éleveurs ne se rendent pas compte qu'au fond, ils communiquent déjà. On va par exemple se rapprocher d'un cheval ou d'une vache et puis sentir une douleur au niveau du ventre. Et je trouve que la plupart des éleveurs ont suffisamment de discernement pour savoir si finalement cette douleur va leur appartenir ou si ça appartient à la vache. Et peut-être sans en avoir conscience, ils vont se dire « Ah tiens, ma vache aujourd'hui elle n'est pas bien, elle a mal au ventre ». On a des poules qu'on laisse en liberté et on a des renards, on a beaucoup de renards. Mais en fait, on a un chat un petit peu particulier et qui mène en fait, qui fait le lien entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et il y a vraiment un pacte et une conduite en fait. Du coup, on n'est pas embêté par les renards. Mais nous, on les embête pas les renards. Donc, et on leur donne de l'eau par exemple. Enfin, on fait attention à préserver leur environnement. Donc il y a moyen de négocier avec les animaux. Si on n'est pas habitué à la communication animale, on peut poser cette intention le soir avant de se coucher et se mettre en lien avec les rapaces qu'on a l'habitude de voir au-dessus de chez soi et de leur demander de nous faire un signe ou comment est-ce qu'ils voudraient qu'on négocie en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire et on va avoir la solution. À 40 ans, j'ai eu un AVC et là, ça a été comme un reset et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui t'anime en profondeur ? À l'époque, j'étais enseignante et je me disais, mais c'est la terre, c'est vraiment la terre, les animaux, mais aussi les végétaux. Et à l'époque, je me suis formée en agroécologie auprès de Steve Reed et Pierre Rabhi, bien entendu, donc en permaculture aussi. Et j'avais envie de me rapprocher de la terre, de cultiver, d'être aussi en contact avec les animaux. En fait, je me suis dit, mais c'est quoi ton rêve de petite fille ? Mais c'était être fermière. J'ai un petit speech à vous faire avant cet épisode que vous allez adorer avec Peggy Reboul. Après une pause de 3 mois, je publie ici le premier épisode de la saison 3 du podcast, qui mue en laissant derrière lui le mot « école » pour devenir Agroécologie Voyageuse, le podcast. Comme vous le savez, l'école d'agroécologie voyageuse s'est terminée cet été, et j'avais à cœur que ce changement s'ancre aussi dans le podcast. Depuis toute petite, je souhaite être journaliste, reporter nature. Tombée dans la marmite de l'agriculture, je suis devenue ingénieure agronome. Puis enseignante, ce qui m'a amenée à créer peu à peu le AV. Je souhaite aujourd'hui me reconnecter à ma passion première, qui est de mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre, de toutes les manières. Je souhaite donc développer le podcast, creuser certains sujets en particulier, aller encore plus dans la qualité et la profondeur, et vous proposer des ressources à explorer en parallèle de l'écoute de chaque épisode, à travers la newsletter Le Mycélien. J'aimerais créer un modèle économique qui me permette de vivre peu à peu de cette passion, de cet amour que j'ai à vous inspirer, en étant porteuse des messages des paysans, des paysannes et de tout l'écosystème régénératif qui gravite autour de ces fermes. Alors voilà, j'ai lancé un compte Tipeee pour que vous puissiez soutenir le travail que je réalise depuis 3 ans et demi. Vous y trouverez plus d'informations sur le modèle économique que je souhaite créer et notamment le fait que j'ai envie de faire confiance à la participation libre et consciente. Mettre de la conscience sur la valeur de mon travail pour contribuer en retour. Vous allez pouvoir mettre de la conscience sur la valeur de mon travail pour pouvoir contribuer en retour à la hauteur de vos possibilités. Si vous le souhaitez, évidemment, si c'est juste pour vous. Toutes les informations sont en description de l'épisode. Parlons maintenant de cet épisode avec Peggy Reboul. Cela a été challengeant pour moi de le réaliser, car je sais que cet épisode va vous titiller, peut-être même vous bousculer à certains endroits.
Peut-être que vous ne serez pas d'accord, et c'est très bien. C'est super important pour moi de vous partager ce message, car si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes appelé par le sujet de la communication animale, et d'ailleurs, comme n'importe quelle pratique agroécologique, chacune y prend ce qui est juste pour lui ou pour elle. Je vous invite vraiment à sentir ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous inspire pour nourrir et élargir votre vision de l'agroécologie. Alors combien d'entre vous ont croisé le regard d'un animal aujourd'hui ? Mon invité Peggy Reboul a réalisé des centaines de communications avec des animaux depuis le début de sa carrière. Ces communications ont abouti dans la grande majorité des cas à des résultats qui ont créé un changement positif pour les animaux ainsi que pour leurs gardiens et gardiennes. J'ai décidé d'aller à la rencontre de Peggy car je sais que la communication animale fait partie des outils que l'on peut utiliser pour interagir avec le vivant. Prendre des décisions dans notre vie, dans notre ferme, grâce aux apports que peuvent nous faire les animaux. Et vice-versa, les animaux peuvent aller mieux si on communique avec eux. Ce que je vous partage là, ce n'est pas pour nourrir un dogme. C'est simplement pour ouvrir les possibles dans la manière de relationner avec le vivant. Ce que va vous partager Peggy, c'est une manière de percevoir le vivant. Ce sont des outils qui vont vous permettre d'interagir différemment avec le vivant autour de vous et peut-être de trouver des solutions. En exclusivité dans cet épisode, Peggy nous partage des extraits de communication qu'elle a réalisés avec des animaux provenant d'élevage de poules et de cochons, dans le cadre de l'écriture de son prochain livre consacré aux animaux d'élevage. Et maintenant, je vous souhaite un beau voyage audio au cœur de ce vivant qui vous nourrit. Très belle écoute. Bonjour Peggy, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Donc on est en Bretagne, dans un endroit que je connais bien, à côté d'un dolmen. Donc on est bien connectés et pas très loin d'un magnifique pin que j'aime beaucoup. Et merci d'être venu jusque-là, même si c'était prévu dans ton périple de venir en Bretagne. Je suis vraiment très contente de t'accueillir, d'enregistrer ce podcast avec toi. Donc pour la petite histoire, pour raconter un petit peu comment je t'ai rencontré, j'ai offert ton livre Conscience animale à ma maman, que j'avais découvert grâce à Corinne Delaunay, que je remercie pour son épisode de Écoute voyageuse. Qui m'a vraiment, cet épisode quand je l'ai écouté, il m'a vraiment beaucoup émue et je me suis dit oh là là, un jour je rencontrerai Peggy et voilà, ça se passe. Donc merci Corinne. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais offert ce livre à ma maman parce que elle était en train de se préparer au départ de mon vieux chien Diwan et elle a fait 2 séances de communication animale avant qu'il parte pour vérifier s'il était prêt à partir. Et ça l'a beaucoup aidé. Et on a fait aussi intervenir 2 personnes à l'école d'agroécologie voyageuse. Une première personne l'année dernière, Laure Beaufigo, qui était intervenue en communication animale, qui est éleveuse en Mayenne. Et cette année, Claire, qui est intervenue à l'école sur tes conseils. Et pour cette intervention-là, tu avais fait une communication animale avec une vache qui s'appelle Jonquille. On en parlera peut-être tout à l'heure, la vache d'Astrid, chez qui on était pendant cette phase enracinée. Et depuis quelque temps, du coup, tu fais un focus sur les animaux d'élevage. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode avec toi. Peut-être dans un premier temps, déjà comment tu te sens ce matin et la petite question brise-glace, j'aime bien faire des petites questions brise-glace, quelles sont les sensations que tu as dans ton corps en ce moment ? Alors déjà je suis très heureuse, il faut dire que je suis en vacances, c'est mon premier jour de vacances. Donc à la fois fatiguée parce que je pense que toute la tension de ces derniers mois arrive là et passe par mon corps. Donc on ne peut pas dire que mon corps soit
très, très épanouie à l'heure où tu m'interroges. Mais je me réveille d'une longue, longue nuit de sommeil et ça ne m'était pas arrivé depuis fort longtemps. Et donc on va dire que je suis un petit peu engourdie, dans un état second, mais dans ce milieu, dans cet environnement où je me sens finalement dans un entre-deux, quelque chose d'assez intemporel. Donc c'est très agréable. Voilà, je ne sais pas où je suis, j'arrive là, comme ça, je suis arrivée hier soir, dans un lieu que je ne connais pas. Je discute avec toi, que je découvre pour la première fois, dans ce lieu que je découvre, alors moi ça m'enchante, ça m'amuse aussi beaucoup. C'est chouette. Merci. Alors, du coup, tu n'es pas chez toi. Est-ce que tu peux quand même nous parler de cette terre qui t'a accueilli près de Nîmes Oui. et peut-être faire le lien avec ce qu'est l'agroécologie pour toi, puisque tu fais de la communication animale et tu as aussi un lien particulier à l'agroécologie. Alors j'ai un lien particulier parce que à 40 ans j'ai eu un AVC et là ça a été comme un reset et je me suis dit mais au fond qu'est-ce qui t'anime en profondeur? À l'époque j'étais enseignante et je me disais mais c'est la terre, c'est vraiment la terre. Les animaux mais aussi les végétaux et à l'époque je me suis formée en agroécologie auprès de Steve Reed et Pierre Rabhi bien entendu, donc en permaculture aussi. Et j'avais envie de me rapprocher de la terre, de cultiver, d'être aussi en contact avec les animaux. En fait je me suis dit mais c'est quoi ton rêve de petite fille? Mais c'était être fermière. Bon. Et cependant je suis quand même aussi très, très en lien avec l'humain et avec cette conscience et cette envie profonde de relier l'humain à la nature. Et je me disais, je vais monter un concept, une ferme, pour permettre à l'humain de se relier en fait à la nature pour retrouver sa vraie nature, au fond. Ne sachant pas à l'époque que finalement c'était moi que je cherchais déjà à reconnecter à ma propre nature. Mais c'est ce qui s'est produit. Et puis je suis passée de quelques chats et un chien que j'avais à l'époque. Non, j'avais pas de chien, mais j'avais un cheval et des chats. Et puis là maintenant, aujourd'hui, j'en ai 5. Et puis j'ai des chèvres, et puis j'ai des poules, et puis j'ai mon chien, et puis j'ai des chats. Et je sais qu'on va pas s'arrêter là. Et je travaille en étroite collaboration avec eux. Et je reçois beaucoup de monde aussi à la maison, dans un lieu absolument merveilleux, dans lequel il est très difficile de cultiver parce que nous sommes dans les costières, aux portes de la Camargue, et c'est une terre qui est assez dense, ferrugineuse en fait, avec beaucoup de cailloux. Et c'est une terre qu'il faut vraiment travailler. Donc en fait, on a quand même un potager, on reforme aussi la flore, le sol, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pins, trop, qui acidifie beaucoup le sol, et donc on travaille surtout en but sandwich notamment, dans l'optique aussi de ramener de l'humidité avec des feuillus, voilà. Donc on en est là. Et c'est très important pour nous aussi d'avoir finalement les poules qui travaillent beaucoup et qui permettent aussi de transformer la terre avec le fumier, etc. On a le fumier des chevaux, on a aussi nos chèvres, donc je dirais que c'est un travail d'équipe là actuellement, et le lieu est en transformation. Et c'est une colline qui est absolument superbe. On se sent très privilégié d'habiter là. Donc on prend soin de ce lieu et on collabore avec lui, avec les présences aussi invisibles du lieu. Et depuis, on a d'excellents résultats. Mon compagnon travaille avec les esprits de la nature. Et quand on aborde aussi l'entretien du terrain, là aussi, on se met en lien avec les gardiens des lieux et les esprits de la nature pour savoir si c'est juste pour nous d'intervenir ou pas. Voilà. Donc on tient compte aussi de la faune et de la flore sauvage. Enfin, si on peut appeler ça sauvage, mais voilà, les sangliers, les renards, les écureuils. Et tout ça. Tu as des animaux d'élevage, il y a aussi des animaux sauvages.
et on le disait tout à l'heure, c'est que des mots. Peut-être pour rentrer dans le sujet de la communication animale, quel lien tu tisses avec eux? Comment tu relationnes avec eux? Comment tu échanges avec eux? Et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure de ta vie? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as plus relationné avec les animaux domestiques qui ne sont pas des animaux de rente et les animaux plus qui nous produisent quelque chose? Est-ce que tu vois une différence? Et quelle relation tu as entretenue? Comment tu communiques avec eux? Et petit à petit, on pourra aller dans qu'est-ce que c'est que la communication animale? Alors, j'ai envie de te dire qu'au début, je faisais une différence. Et aujourd'hui, j'ai une vision peut-être plus globale. Et pour moi, j'arrive plus à faire de différence entre un être humain et un animal. Que ce soit un animal dit sauvage ou domestique ou de rente. Pour moi, c'est une âme avant tout. Donc, au final, c'est une relation d'âme à âme que j'ai avec l'animal. Et c'est un travail de coopération. Je co-crée avec eux. Alors, je mange plus de viande, ou rarement. Ça m'arrive quand même. Donc là où j'habite, par exemple, il y a des taureaux, et c'est peut-être la seule et unique viande que je mange quand je me sens très fatiguée. Mais je les connais. Je sais où ils vivent, je sais comment ils vivent, je les ai interrogés. Et là, je remercie. Mais là, on va sur un autre sujet, donc je reviens à ta question initiale. Animal domestique, animal de rente, animal sauvage. Finalement, je me demande si c'est encore pertinent de définir comme ça ces animaux. Voilà, pour moi, il y a vraiment une notion de vivant au sens global du terme et qu'on ne peut plus trop plus classer comme ça. Ça n'a plus de sens, en tout cas pour moi. Après, comment je travaille avec eux, comment je coopère avec eux, et je pense d'ailleurs aux éleveurs, il y a l'animal qui se présente à nous finalement dans son être incarné, donc le cheval avec ses besoins, tous ces animaux avec leurs besoins primaires, puis leurs besoins secondaires aussi. Et puis ensuite, il y a cette relation plus profonde qui fait que finalement, qu'est-ce qui fait que nous sommes en lien avec telle ou telle espèce? Qu'est-ce qui fait que nous sommes en lien et amenés à coopérer, travailler avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient de plus loin finalement? Et là, alors je suis en consultation aussi tous les jours, mais la consultation, elle se fait essentiellement avec des animaux domestiques, chats, chiens, chevaux, et puis parfois des élevages. Donc des fois j'ai même des communications avec des troupeaux. Et c'est intéressant de voir justement en profondeur qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette vie-là en relation avec un troupeau de vaches ou un élevage de chevaux ou même un animal domestique en fait. Alors je voudrais parler justement de la communication. Qu'est-ce qu'on entend par communication animale en fait? Ça c'est important. Parce que les éleveurs ne se rendent pas compte qu'au fond, ils communiquent déjà. Et tu parlais de ressenti chez les éleveurs. Alors le ressenti kinesthésique dans le corps, on va par exemple se rapprocher d'un cheval ou d'une vache et puis sentir une douleur au niveau du ventre. Et je trouve que la plupart des éleveurs arrivent ont suffisamment de discernement pour savoir si finalement cette douleur va leur appartenir ou si ça appartient à la vache. Et peut-être sans en avoir conscience, ils vont se dire « Ah tiens, ma vache aujourd'hui elle n'est pas bien, elle a mal au ventre ». Ça je l'ai vu. Et en fait, comme ils sont plongés au cœur du sujet, ils n'arrivent pas trop à discerner finalement ce qui vient de leur mental, ce qui n'est pas de leur mental. Ils ne savent pas pourquoi ils font les choses, mais ils les font. Mais au fond, c'est qu'il y a déjà une communication qui est établie entre l'homme et l'animal. Et qu'il y a un transfert d'énergie. Donc ça fait partie de la communication. En fait, chaque individu a des canaux. Quelqu'un va pouvoir entendre. Alors, en fait, par la communication, on s'imagine toujours que c'est des mots, des phrases. Communication animale, on reçoit des mots, des phrases. Non, la communication, c'est tout un ensemble d'informations qui nous arrivent à travers nos différents canaux. Donc pour certains, il va y avoir des flashs ou des images. Et l'animal, en fait, va vous envoyer l'information.
regarde, mon petit est pas bien dans mon ventre, j'ai besoin d'un soutien, d'un vétérinaire, ça va mal se passer, la mise bas, ou le vélage, etc. Et donc, l'éleveur peut très bien avoir des images ou des flashs qui arrivent comme ça pendant la nuit ou la journée. Il peut avoir des ressentis kinesthésiques dans le corps, il peut avoir une forte intuition en se disant là j'ai l'impression que je ne peux pas la laisser toute seule ce soir. Alors, il y a aussi une différence entre l'être incarné et l'âme, je dirais. Je vais pouvoir, en télépathie, d'esprit à esprit, demander à mon cheval pourquoi aujourd'hui il ne veut pas monter dans son van, si j'ai décidé d'aller me promener avec lui. Et il va me dire, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de rester avec les copains. Bon, alors là, c'est une information qui est claire, précise, j'ai pas envie de ta balade, ça me gonfle. Ensuite, je vais savoir, dans une connexion beaucoup plus profonde, de cœur à cœur et d'âme à âme, le pourquoi de cette relation avec mon cheval. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ma vie? Pourquoi je viens dans sa vie? Et ce que nous avons à faire ensemble. Et il y a une mission peut-être. En tout cas, avec mon cheval, il y a une véritable mission. Pour autant, quand je vais le monter et que je vais me promener, je vais faire très attention. Et là, je vais revenir sur une dimension plus... dans la matière, c'est-à-dire je peux me mettre en danger si je n'incarne pas finalement moi le cavalier et si je ne prends pas conscience que le cheval est quand même un animal qui peut avoir peur et qui peut avoir des réactions vives. Je sais qu'il ne me voudra aucun mal parce qu'on est fait pour vivre ensemble, mais il ne faut pas que j'oublie la dimension incarnée de mon cheval quand je suis en promenade et que je croise une moto qui lui barre la route à toute allure. Voilà. Mais souvent, il y a un amalgame. Il y a les deux, on confond les deux. Là, on fait une petite pause dans l'écoute. Au montage, j'ai intégré une petite capsule audio que Peggy m'a envoyée, car elle souhaitait, suite à notre premier enregistrement, préciser certains éléments concernant les principes et le fonctionnement de la communication animale. Cette communication, elle s'inscrit sur plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Il y a des personnes qui sont naturellement très télépathes. Peut-être les femmes, parce qu'elles ont eu des enfants et que finalement, de manière totalement naturelle, elles sont connectées à cette capacité extrasensorielle. Et elles savent quand leur enfant a besoin d'elles. Et au final, l'éleveur, c'est un petit peu la même chose. Et j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas conscience de cette capacité naturelle qu'ils ont. Et parfois, ces éleveurs font des choix, pensent que ces choix viennent d'eux-mêmes, alors que ces choix émanent de l'information qui a été communiquée télépathiquement par l'animal. Au fond, peu importe d'où vient l'information, mais voilà comment ça fonctionne. Et puis il y a aussi des personnes qui sont plutôt médiumniques et qui vont avoir des informations peut-être plus subtiles, d'un degré différent, et qui seront donc complémentaires. Il y a une chose qui est très importante à considérer dans la communication animale, c'est qu'en télépathie, on est vraiment dans une relation d'esprit à esprit avec l'être incarné. Donc si c'est une vache, c'est vraiment l'esprit de la vache, ou l'individu en tant que vache incarnée ou chèvre, peu importe. Et puis dans cette communication, je dirais plus profonde, de cœur à cœur, d'âme à âme, on rentre en relation avec l'individu qui a choisi cette incarnation de vache, de cheval ou de cochon, peu importe. Et là, on obtient des informations qui sont donc d'un autre niveau, puisqu'on se place au niveau de l'âme. Et lorsqu'on a cette compétence médiumnique, alors là, on a des informations qui sont plus générales et on peut avoir par exemple des indications sur les vies qui précèdent
L'animal a eu plusieurs vies, comme l'humain. Et ça peut être assez intéressant pour comprendre, par exemple, pourquoi dans une lignée, il y a sans arrêt des problèmes. La télépathie d'esprit à esprit, et puis cette communication de cœur à cœur et d'âme à âme, où il y a vraiment ce domaine de l'intuition et de la médiumnité aussi. Ensuite, chacun d'entre vous, chaque éleveur, chaque personne a une facilité à recevoir des informations qui ne seront pas les mêmes et pas celles du voisin. Certains peuvent avoir des images, des flashs, certains peuvent entendre ou avoir une impression de phrases toutes faites dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle les clairaudients. Il y en a qui vont ressentir profondément dans leur corps ce qui se passe quand ils vont approcher l'animal. Si l'animal est malade, par exemple, il suffit de rester attentif à ce que perçoit votre corps quand vous vous mettez en lien avec l'animal, et là, vous pouvez sentir d'où vient le problème, par exemple. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de canaux, des canaux kinesthésiques, des canaux visuels, des canaux auditifs, même olfactifs. Ça, ce sont les principes de base de la communication. Ensuite, quand on est vraiment... les conseils que je peux donner, c'est qu'il faut être sans attente. Sans attente. Dès qu'on veut absolument une information, on va bloquer et l'information ne va pas circuler. Et c'est là tout le problème pour les éleveurs, être détendus et disponibles. Et souvent, les éleveurs sont plutôt dans l'urgence. Il y a cette question d'alignement, c'est se considérer au-delà d'un être incarné, tout petit en tant qu'humain, mais c'est s'inscrire dans une globalité, dans un environnement beaucoup plus vaste, et avoir cette conscience que nous, humains et l'animal, finalement, nous ne sommes qu'une seule et même énergie, et que si on conscientise et qu'on intègre cette information-là, alors on devient beaucoup plus poreux, et là, on reçoit en fait les messages, que ce soit un arbre, un lieu ou un animal ou un autre humain. On peut percevoir de l'autre une information qui sera importante pour nous au moment donné. Mais c'est vraiment se définir comme un être beaucoup plus vaste, et sortir de l'individu, de la dualité, pour vraiment sentir à l'intérieur de nous cette unité au monde. On est le tout, une partie du tout et donc le tout. Et chose très importante aussi, c'est cet ancrage à la terre, vraiment sentir qu'on est comme un enfant de la terre, relié au cœur cristal de la terre, et sentir cette énergie tellurique de la terre remonter le long de notre être, et comme un arbre finalement qui s'érige dans le ciel. Et puis ensuite, on va laisser cette lumière du ciel et ces énergies cosmiques descendre à l'intérieur de nous. Et en fait, j'invite toujours mes stagiaires à s'imaginer comme un arbre, avec la sève qui monte et qui descend, et cette reliance à la terre et à l'environnement et au ciel. Et à l'intérieur de cet arbre, il y a un espace de rencontre où on invite en fait l'animal à venir nous rencontrer, dans cet espace du cœur, que j'appelle ce soi sacré finalement. Et à l'intérieur de cet espace, quand on se pose, quand on ressent, eh bien l'information arrive. Et pour toi, quel intérêt on a à intégrer la communication animale comme outil pour développer plus d'agriculture du vivant, d'agroécologie sur la planète? Moi je dirais que c'est leur conseil, c'est-à-dire qu'on peut vraiment co-créer avec eux. J'ai vu des animaux qui pouvaient donner des conduites d'élevage, qui pouvaient dire à leur éleveur, mais attention, là, le cheptel commence à tomber malade, et il faut vite intervenir, et il faut que tu interviennes de telle façon. Donc je te parlais tout à l'heure des vaches avec cette maladie de Mortallero, et donc c'est une infection des sabots, et l'éleveur maintenait ses vaches sur du béton, et les vaches disaient non, on a besoin d'avoir les pieds dans la boue, et comme c'est un problème de bactéries, c'est une autre bactérie qui peut venir nous soigner. Or si vous nous mettez sur un sol neutre et puis bétonneux, ça ne peut pas marcher. Il y a des vaches qui ont demandé pour leur mamite de mettre de l'ortie séchée dans leur portion
dans leur alimentation. Donc, c'est quand même précieux. C'est quand même précieux. Les animaux savent ce qui est juste et ce qui est bon pour eux. Dans ton livre, ce qui m'a impressionné, c'est ce témoignage de chèvres qui vont pas très bien dans le troupeau. Et c'est lié à un changement dans le collectif de la ferme ? Oui, en fait, c'est une dame qui travaillait avec son fils et sa belle-fille. Et à un moment donné, l'entente... en fait, elle s'est séparée de son fils parce qu'ils avaient 2 conceptions de l'élevage totalement différentes. Et ça ne fonctionnait plus. Donc il y avait vraiment un conflit humain qui, finalement, avait généré... une pagaille et un chaos total au niveau des chèvres, et elle n'arrivait plus du tout à gérer le troupeau. Au niveau de la traite, c'était une catastrophe, et donc elle s'était adressée à moi, et je lui avais dit, dans un premier temps, indiquez-moi quelle est la chèvre un peu meneuse, et je vais voir avec elle, et ensuite j'interrogerai le troupeau. Et c'est la chèvre un peu meneuse qui m'avait expliqué ce qui s'était passé. Et notamment cette colère aussi qu'elle entretenait, elle, vis-à-vis de son fils, et du coup de sa belle-fille qui était restée avec elle. Et sa belle-fille n'avait pas non plus le même point de vue qu'elle sur sa conduite d'élevage. Et elle donnait une solution. Elle disait, au lieu de gérer le troupeau en entier toutes les deux, il vaut mieux qu'elles prennent chacune la moitié d'un troupeau, et que chacune fasse à sa sauce. Alors, il donnait en fait vraiment des solutions très très précises. Et puis, elle avait parlé aussi, cette chèvre-là, de la colère de cette personne vis-à-vis de son fils, et de la posture qu'elle avait à tenir, etc. Et elle a suivi à la lettre tous les conseils de sa chèvre, et c'était extraordinaire. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit, mais ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'on a pu... comme avant, gérer le troupeau, en tenant compte des conseils. Et en fait, il faut prendre conscience qu'on est totalement... ils nous scannent en fait. Ils savent absolument tout de nous et de notre fonctionnement, de notre mode de pensée. Si on y va et que vibratoirement on est très affaibli par ce qu'on vit, ça peut être n'importe quel problème, ça peut être un problème économique, ça peut être un problème émotionnel lié à ce qu'on vit dans la famille, etc. Les animaux sont au courant. Voilà. Et donc parfois, on peut même avoir un soutien de leur part en disant, écoutez, là, j'ai besoin de vous, autant que vous avez besoin de moi. Là, en ce moment, je vais avoir besoin de votre aide et de votre soutien. Cette semaine, ça va être difficile pour moi. Et on va avoir un changement de comportement chez les animaux. Peggy a souhaité me faire une autre petite capsule audio pour préciser en quoi la communication animale peut être un outil précieux en élevage, en donnant notamment d'autres exemples dans des élevages qu'elle a côtoyés. Ça permet de déceler, d'aller beaucoup plus vite en fait pour déceler un trouble du comportement chez l'animal ou une épidémie, ou bien de demander à un animal malade ce qui se passe pour lui. Un animal qui boite par exemple, on peut très bien par fusion rentrer à l'intérieur de son membre pour saisir la cause et savoir si c'est ligamentaire, musculaire ou structurel. Donc ça, ce sont des outils liés à la communication animale, puisque je vous rappelle que ce n'est pas qu'une information avec des mots, des phrases, mais on peut avoir des ressentis dans le corps, on peut se promener à travers le corps de l'animal si besoin, avec un peu d'entraînement bien entendu. Pour des problèmes de comportement, vous pouvez interroger l'animal référent du troupeau, par exemple, qui va vous exprimer ses souhaits, ses besoins, et vous dire aussi ce qui génère en fait ce désordre. Par rapport aussi à la qualité du lait, par exemple, je me souviens d'un élevage de vaches laitières où l'éleveur s'était cassé l'épaule et a été remplacé plusieurs semaines par sa femme, et la qualité du lait avait changé significativement. Il se demandait vraiment ce qui se passait, et c'est simplement que les habitudes avaient été perturbées et que leur rapport à l'humain avait été différent, et ça avait généré du stress, et donc ça s'était reporté sur la qualité du lait.
Donc ça permet de savoir assez vite ce qui se passe et de négocier avec elles, par exemple, ou de les rassurer. C'est-à-dire qu'on peut obtenir de l'animal une information, mais aussi on peut donner les informations autrement, plus subtilement, plus en profondeur avec l'animal. De négocier aussi avec elles. Quand je dis elles, je parle par exemple des vaches ou des chèvres. De négocier avec les animaux, de co-créer avec les animaux, de leur dire aussi quand on n'est pas bien, d'avoir leur soutien. Des fois, on peut leur demander de nous soutenir et ils le feront bien volontiers. C'est un outil extrêmement précieux sur lequel il ne faut pas forcément se reposer uniquement, mais il permet parfois de limiter les visites vétérinaires par exemple, ou de se tracasser plusieurs nuits d'affilée à essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de ces animaux. Souvent, ils relèvent aussi des problèmes liés au lieu. On n'y pense pas toujours, mais l'animal peut très bien vous dire attention, là, il y a une nappe phréatique qui génère chez nous beaucoup d'emphysème pour les plus faibles d'entre nous, et il faudrait intervenir en géobiologie, par exemple, sur cette présence de l'eau et l'impact de l'eau sur notre santé. Il peut y avoir aussi d'autres phénomènes géobiologiques que les animaux ressentent et que nous ne ressentons pas forcément, ou en tout cas nous avons du mal à les identifier. Pour eux, c'est souvent beaucoup plus clair. Ouais, ça me fait penser à ce que la communicante animalière avait dit à ma mère dans la transcription de la communication avec Diwan. C'était que il n'était pas prêt à partir parce qu'il avait sa gardienne, donc ma mère, n'avait pas encore fait certaines choses qu'elle devait faire, un travail sur elle en gros. Et il avait aussi envie de bien manger. Bon, ça c'était... Du coup, il a été bien nourri jusqu'à sa mort. Ouais, tout à fait. Dans les questions que j'avais préparées, j'avais une question en lien. Ma meilleure amie, Lucille, est éleveuse de poulets avec son compagnon Arafat. Ils sont maraîchers aussi. Ils élèvent leurs poulets depuis poussin et ils ont des parcours. Et depuis quelques temps, depuis 2 ans, les rapaces s'attaquent aux poussins. Et donc, ils ont des grosses pertes. Ça me fait penser au livre Dialogue avec le vivant. Je ne sais plus comment s'appelle le livre, mais en gros un maraîcher qui témoignait de la possibilité de faire un pacte avec des animaux sauvages. Et alors je leur en ai parlé et ils ont peut-être tenté de communiquer avec les rapaces et leur dire s'il vous plaît arrêtez, ça fait beaucoup de grosses pertes économiques quand même. Bref, ils ont mis des filets. Donc là il y a des filets en ce moment. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là en fait ? Mais je trouve que l'idée de se mettre en relation avec les rapaces, elle est très pertinente. Alors, je vais te ramener par exemple, nous sur notre colline, on a des poules qu'on laisse en liberté et on a des renards, on a beaucoup de renards. Mais en fait, on a un chat un petit peu particulier et qui mène en fait, qui fait le lien entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et il y a vraiment un pacte et une conduite en fait. Un code de conduite à tenir. Et du coup, on n'est pas embêté par les renards. Mais nous, on les embête pas, les renards. Donc, et on leur donne de l'eau, par exemple. Enfin, on fait attention à préserver leur environnement. Donc, il y a moyen de négocier avec les animaux. Et on peut s'adresser à eux, comme le font d'ailleurs certains peuples autochtones. Si on n'est pas habitué à la communication animale, on peut poser cette intention le soir avant de se coucher et se mettre en lien avec les rapaces qu'on a l'habitude de voir au-dessus de chez soi et de leur demander de nous faire un signe ou comment est-ce qu'ils voudraient qu'on négocie en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on va avoir la solution. La solution, elle va émerger et le lendemain, elle va arriver. On va avoir la solution. Donc il y a quand même moyen de négocier. Après, il faut bien savoir qu'on s'installe, nous, dans des territoires qui, au fond,
ne nous appartiennent pas. Enfin, et pour les animaux sauvages, cette notion de territoire ou d'appartenance, ça n'a pas de sens. Nous, quand on est arrivé chez nos chèvres, parce que quand on est arrivé sur ce lieu, les 3 chèvres étaient là, et puis quand j'ai rouspété parce qu'elles mangeaient nos fleurs, mes fleurs, elles m'ont dit mais c'est pas tes fleurs, ce sont des fleurs. Et elles sont à tout le monde, ces fleurs. Enfin, voilà. Il faut aussi avoir conscience de ça, quoi. De cette notion de propriété. Non, ça se partage. Ça se partage, et il y a toute la question du modèle économique des fermes actuelles qui se séparent, qui ne partagent pas. C'est-à-dire qu'il y a l'endroit qui est réservé à la production, l'endroit qui, peut-être, il y a un petit coin pour le sauvage, mais encore, il y a plein de fermes où il n'existe plus. Là, chez Lucille Arafat, il y a du sauvage un peu partout dans la ferme. Et du coup, ça pose la question aussi... Enfin, je sors un peu de l'histoire des rapaces, mais de la question des limites. Parce que quand on est dans une ferme, si on est dans un jardin-forêt, bah en fait, c'est sauvage et en même temps, on récolte dedans. Oui. Par contre, si on est dans une ferme... Où tout est séparé. Où qui doit avoir... en l'occurrence, la ferme de Lucille Arafat, il y a des planches quand même de maraîchage, il y a des haies, donc les oiseaux vont dans les haies, les planches de maraîchage, ça serait bien que tout soit pas bouffé quand même. Donc c'est vraiment là, il pourrait très y avoir complexe comme une planche de maraîchage pour les animaux sauvages. Ouais. Nous, on a les escargots, c'est une catastrophe les escargots. Et donc on essaye de négocier. Après, cette question de limite, à un moment donné, nous, ça nous arrive de dire attention. Au bout d'un moment, là, vous savez que dans la maison, on ne rentre pas et on vous prévient. Mais si dans 15 jours, vous continuez à rentrer, on va traiter. Et on prévient. Et ça, c'est une question aussi de limites. Ouais, les limites. Il faut poser des limites. À un moment donné, il faut poser des limites. Ouais. Mais j'ai remarqué aussi que moi, mes animaux m'amenaient vraiment à poser des limites avec mon compagnon parce qu'on n'en a pas de limites. Et on permet trop de choses. Et à chaque fois, ça nous ramène sur qu'est-ce qu'on... Voilà. À l'incarnation humaine aussi, de j'ai besoin de manger quand même. Et... Oui. Je vais vous passer maintenant un extrait de la communication que Peggy a réalisée avec Aubépine, la truie préférée de Noémie Calais, épisode 74, éleveuse de porcs dans le Gers. C'est une truie très particulière et Noémie a un lien spécial avec elle. C'est la truie la plus âgée du troupeau, mais elle a énormément d'énergie. Elle a déjà fait 9 portées, mais la 9e en mars a été difficile. Économiquement, pour payer ses charges, ses dettes, Noémie devrait soit l'envoyer à l'abattoir, soit lui faire des petits. Elle ne veut ni l'un ni l'autre, donc pour l'instant, elle la garde et n'a pas l'intention de l'envoyer à l'abattoir. Alors tout de suite, elle m'exprime le fait qu'elle est capable d'amorcer ou de désamorcer des conflits. Elle m'explique qu'elle observe, surveille, mais aussi elle montre la voie. Elle montre la voie à son entourage, c'est-à-dire les autres cochons, mais aussi vous-même. Et en règle générale, à tous ceux qui peuvent s'intéresser à elle. C'est une truie qui incarne le désir d'un changement radical en termes d'élevage, et son rapport à la terre, mais aussi à l'humanité, est très particulier, en ce sens où il y a une grande et profonde conscience et un engagement par rapport à tout cela. Alors cet être particulier a comme désir aussi de coopérer avec vous, Noémie. À travers vous, elle me dit être en lien avec une alliée, ressentir cette alliance avec vous. Et vous avez, d'après elle, de nombreux points communs, à tel point que je pourrais même, quelque part, dans ce qu'elle me fait ressentir, de cette énergie qu'elle a, on dirait, une partie de vous-même. Alors je ressens, ou plutôt elle me fait ressentir une vibration particulière aussi par rapport à votre cheptel, Noémie. Comme si la viande que vous proposez à travers ces cochons avait une qualité différente des autres cochons.
Bon, pour autant, on se doute que forcément, la viande doit être de meilleure qualité. Ça, c'est du bon sens. Grâce à vos pensées, à votre façon de penser, votre façon de faire, à ce que vous projetez sur ce cheptel, par là même, vous seriez en train, sans le savoir, d'informer, d'informer vibratoirement votre viande et d'élever le taux vibratoire de vos cochons, en fait, que vous proposez à la vente. Je ressens qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le cochon et l'humain quand j'interroge cet être, c'est assez fascinant. En termes de conscience, d'énergie, en discutant avec elle, tout est similaire et je comprends qu'elle vous a côtoyé, Noémie, dans d'autres vies. En tout cas, qu'une alliance a existé depuis fort longtemps entre vous. Vous êtes liés, quoi qu'il en soit, vous êtes liés, qu'elle soit vivante ou décédée d'ailleurs. Là, je suis vraiment, je dirais pas en connexion avec l'être incarné, mais en connexion avec l'âme et la conscience supérieure de cet animal. Elle incarne l'intelligence du troupeau, l'intelligence de l'esprit cochon, et elle souhaite même devenir la mascotte de l'élevage. Elle veut qu'on l'interroge, elle veut qu'on co-crée avec elle, qu'on lui donne la parole, et qu'on lui demande son avis aussi souvent que cela est nécessaire, c'est-à-dire avant de prendre une grande décision par rapport au troupeau, elle serait à même, me dit-elle, de vous conseiller. Pour cette truie, la seule différence avec l'humain, c'est l'apparence, les codes. Mais l'intelligence, au fond, serait similaire. Je lui demande alors ce qu'elle pense de la justesse de l'élevage. Et là, elle me répond, dans la nature, chacun alimente l'autre d'une façon ou d'une autre. Chez l'humain, il y a autant de proies que de prédateurs. Nous nous inscrivons dans une chaîne, cette chaîne de vie. Nous l'avons choisie, notre âme l'a choisie, tout comme les humains. Le voile de l'oubli nous permet d'accepter l'idée d'être un jour abattu, consommé. Je ne me considère pas dans un élevage traditionnel. Je sais où je suis et pourquoi je suis là. En fait, elle a vraiment conscience qu'il y a une différence entre sa vie et celle des autres cochons. Et donc elle a beaucoup de gratitude pour le fait d'être là où elle est, mais en même temps, elle m'explique que c'est choisi. C'est comme si elle avait choisi sa place et que donc elle ne peut pas rester les bras croisés, si je puis dire, et qu'elle a quelque chose d'ambitieux à faire à vos côtés. Elle se considère au cœur d'un élevage expérimental et qui doit servir d'exemple. Elle considère que c'est un système viable et respectueux de l'intégrité de l'animal jusqu'à l'abattoir. Elle me parle cependant de l'abattage comme un problème à résoudre, comme si c'était encore assujetti à des instances en fait que vous ne pouvez pas maîtriser. Et elle me dit que là, vous avez un rôle à jouer, que nous avons tous un rôle à jouer, c'est-à-dire moi aussi. Elle me ramène aussi sur ma responsabilité, sur ce que je peux faire en interrogeant les animaux. Nous avons notre mot à dire, me dit-elle. Les animaux ont droit, au même titre que vous, humains, à des conditions de vie où les besoins primaires sont aussi respectés. Et elle me dit qu'il ne faut pas minimiser en fait les besoins émotionnels. J'entends de nouveau, nous offrons à l'humanité notre chair, et la moindre des choses est de nous reconnaître, de nous aimer et de nous remercier. Amour, conscience, considération et remerciement. Un jour, nous serons, nous aussi, des humains. Nous sommes amenés à changer de règne, nous aussi, comme Noémie l'a fait, par exemple. Elle sous-entend ainsi, Noémie, que vous auriez pu être cochon, vous aussi.
Est-ce que tu as envie de partager d'autres exemples qui parleraient peut-être aux éleveurs, éleveuses ou futures éleveuses qui nous écoutent? Est-ce que ce qui s'est passé avec Jonqui, par exemple, ça t'a marqué? Ça m'a marqué parce que je me suis aperçue qu'il y avait aujourd'hui de nouveaux éleveurs, de jeunes éleveurs, souvent en reconversion, qui avaient déjà un parcours avant et qui, par conséquent, avaient peut-être une analyse particulière ou une analyse globale de la situation, parfois une analyse économique, parfois une analyse politique, qui les amenait à faire certains choix. Donc une qualité aussi d'éleveur chez ces nouveaux arrivants qui me surprennent et qui me donnent beaucoup d'espoir. Eh bien, j'ai remarqué qu'au niveau des animaux, c'est comme s'il y avait aussi des animaux avec une conscience très accrue et avec intervenant sur des domaines aussi. Par exemple, sur les lieux, la Jonqui, la vache de... Comment elle s'appelle déjà ? D'Astrid. Les vaches d'Astrid, déjà, m'ont parlé d'un être extraordinaire par rapport à leur éleveuse, d'un être très connecté, qui travaille aussi d'une manière globale, avec une vision globale, et qui travaille aussi bien avec le visible et l'invisible. Et là, elle parlait aussi de cette connaissance intuitive qu'elle avait, Astrid, du vivant, de la terre, et du travail que Jonqui et les autres vaches aussi faisaient par rapport au lieu. Elle parlait aussi de leur présence sur ce lieu, comme si leur présence était réparatrice et venait soigner, réparer quelque chose par rapport au lieu. Alors il faut savoir qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup d'histoires karmiques par rapport au lieu, et nous sommes souvent amenés à nous retrouver dans un environnement dans lequel on a été dans une autre vie et on a quelque chose à régler, par exemple avec une commune, avec une parcelle, avec une maison, avec une ferme, enfin voilà. Et si on prend conscience de ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réparation et tout devient beaucoup plus fluide et cohérent. Des fois, on ne comprend pas aussi pourquoi il y a tout un troupeau qui tombe malade. Pourquoi c'est une succession d'ennuis, de tracas, rien n'est fluide, parce qu'il y a un karma avec ce lieu, et quand on prend conscience de ça et qu'on va étudier ça en géobio et en bioénergie, eh ben, on va pouvoir rétablir l'équilibre et mener finalement son exploitation telle qu'on le voudrait. Ouais. C'est très subtil en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience de cette notion du subtil et faire confiance à nos animaux. Ils ne sont pas là par hasard et on a des animaux aussi très évolués. Mais tout ne s'explique pas par le visible, par le concret, non. Par ce qui est solide. Non. On est à 99,99999% constitué de vide. La physique quantique l'a démontré. Et je le dis parce que moi encore, des fois, je m'étonne de ce que je ne peux pas expliquer par le visible. Mais c'est là, quoi. Après, bien sûr, mais ça on pourrait en parler beaucoup, et puis Noémie Calais en avait très très bien parlé de la mort de l'animal. Et pour moi, ô combien c'est important de sacraliser cet événement d'abattage et puis de consommation. C'est-à-dire que et là, le consommateur a un rôle à jouer primordial. C'est de prendre conscience de cette vie qui a été donnée pour faire perdurer la vie finalement. Ouais. Et les vaches, en fait, le disaient bien, je donne une vie pour perdurer la tienne. Enfin. Et en même temps, c'est important. J'ai compris que c'était important pour les animaux de rester dans le paysage et que si on arrêtait tous de manger de la viande, il y a des disparitions énormes de vaches, par exemple, qui se feraient. Et donc
c'est quand même juste que ces vaches, elles restent dans nos paysages. Celles qui sont les paysages, celles qui sont les bâtiments, par contre... Non, pas du tout. Ouais. Et ben là, par exemple, j'ai quelque chose à dire qui va peut-être choquer certains, mais dans des élevages extensifs, ce qui se passe, c'est que l'abattage est tellement violent et ce qui se passe, c'est comme ça déshumanise en fait. Et là, ça, eh bien, quand les animaux décèdent, il y a beaucoup d'animaux qui restent en errance, c'est-à-dire dans le bas astral, qui n'ascensionnent pas, tellement c'est violent. Donc, ça crée une énergie très très basse, une vibration très basse. Et d'ailleurs, ce que les consommateurs ne savent pas, ils ne prennent pas conscience de ça, c'est qu'ils pensent manger de la viande, mais en fait, ils mangent un produit qui est vibratoirement très nocif à leur santé mentale, psychique et physique, à cause de cette violence en fait. À l'inverse, les animaux qui sont élevés et pas produits, élevés dans des élevages extensifs en plein air, etc., en agroécologie notamment, l'abattage est souvent aussi très violent parce que les abattoirs, aujourd'hui, il y a très peu de petits abattoirs. Et donc, il y a tout un travail qui arrive là petit à petit, mais vraiment, c'est tout un système qui est en train de changer, de retrouver la responsabilité pour les éleveurs de tuer eux-mêmes leurs animaux, ou en tout cas que ce soit fait de manière... ça me paraît vraiment très important. Sans douleur, voilà, quoi. Qu'il y ait des coopératives, qu'il y ait des abattoirs qui soient communs pour de petits éleveurs, et que chaque éleveur puisse retrouver effectivement la possibilité de tuer lui-même ses animaux. Et là, le travail sera propre et pas douloureux, ni pour l'éleveur, ni pour l'animal finalement, et ça n'en sera que plus bénéfique aux consommateurs. Et tout à l'heure justement tu as dit bon j'arrête parce que c'est un autre sujet, tu parlais de la viande et du fait que tu remercies. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Oui, pour moi il y a vraiment cette gratitude à avoir, et puis là je peux te lire par exemple un tout petit... Je vais vous lire deux passages. Belote, c'est une vache qui est productrice de viande. Et elle me dit « Seule une mère peut comprendre ce que nous ressentons. Perdre nos petits est un arrachement à chaque fois. Nous savons très bien ce qu'il advient de nos veaux. C'est ainsi. Et nous savons que nous ne pouvons rien y faire. Mais nous aimerions que l'humain soit davantage conscient du cadeau que nous lui faisons, le sacrifice d'une vie. Nous aimerions que l'humain soit reconnaissant et respectueux. » Alors, comme on peut aussi rentrer en connexion avec les animaux décédés, j'avais fait une connexion avec un veau qui n'était plus de ce jour et qui me dit « Je n'ai pas de nom, juste un numéro. Je suis lumière à ce jour et j'éprouve un sentiment profond de tristesse pour les hommes qui avancent sans regarder où ils vont. Il suffirait de pas grand-chose pourtant. Nous manger est une chose que nous ne considérons pas comme condamnable, mais ce qui est difficile pour nous les bêtes, c'est votre indifférence et votre ignorance. Mettez du cœur et de l'amour dans chacun de vos actes et tout ira bien. Cela ne vous empêchera pas de nous consommer, mais cela aura plus de sens, le sens profond de l'humanité. En fait, il y a cette demande des animaux de remercier et de juste mettre de la conscience sur nos actes. Voilà. Et si nos actes sont faits avec amour et conscience, ça change énormément de choses. Ça donne du sens à l'animal. Je meurs, mais je sais pour qui je meurs et je sais pourquoi je meurs. Maintenant, ce que je trouve déplorable, c'est que on mange de la viande tous les jours. Mais c'est pas de la viande qu'on mange, en fait. Et moi, je me souviens quand on était jeune, mes parents n'avaient pas beaucoup les moyens. On mangeait de la viande le dimanche, on mangeait un bon poulet fermier. Et ma mère allait le chercher à la ferme et elle savait comment il avait été élevé et on le payait cher. Aujourd'hui, on mange de la viande à 6 € le kilo. C'est pas de la viande. Et c'est rendre un peu justice finalement à ces animaux qui acceptent de vivre et de mourir pour nous. Ouais. On prie, nous, avec mon compagnon, quand on mange, alors pas forcément de la viande, mais quand on mange nos végétaux,
On a juste une pensée, ça dure quelques secondes, mais on remercie. C'est retrouver le sacré. On a perdu le sacré. Ouais. Est-ce que tu pourrais, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de commencer à tisser un lien avec un animal qui les entoure, avec qui ils travaillent, il ou elle travaille, comment ils peuvent faire? Alors concrètement, idéalement, c'est quand même mieux de faire des stages, mais dans Conscience Animale, j'explique un petit peu comment je fonctionne. Ouais. Dans le livre que je suis en train d'écrire, là, justement, ce livre, ce sera notamment pour tous ceux qui n'ont pas le temps ou pas envie de faire des stages, et où je vais donner vraiment des clés en tenant compte de l'éthique aussi. Mais le principe, c'est de se couper du mental et de mettre sa conscience dans le cœur. Imaginez notre ancrage à la terre, comme si nous étions un arbre profondément ancré. Et puis, aller puiser cette énergie de lumière de la terre, la laisser remonter, comme la sève de l'arbre qui vient des racines et qui remonte jusqu'au sommet. Et au sommet de notre tête, imaginez cette frondaison qui se déploie dans le ciel et qui va accueillir cette lumière du ciel et de l'univers. Et on va laisser infuser cette lumière qui vient d'en bas et d'en haut à l'intérieur de nous pour devenir finalement lumière. Et cette lumière, on va prendre conscience qu'elle émane aussi de nous, c'est-à-dire au cœur de notre cœur. Il y a comme un diamant qui brille. Et dans cet espace du cœur, on va inviter l'animal à nous rejoindre. Et on va juste écouter ce qui se passe. Et là, on aura un ressenti physique, ou alors on aura une image, ou alors on aura un mot, une phrase. Et ne pas chercher coûte que coûte, ne pas attendre coûte que coûte à avoir des informations, juste laisser venir. Se débrancher du mental. Laisser venir ce qui vient. Au fond, c'est très simple. Ouais, j'ai testé hier avec Cosette, ma chatte, et c'est hier ou avant-hier, enfin peu importe, on s'en fiche. Et en fait, j'ai pas eu d'image ou de ressenti ou de clairaudience ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'a touchée, c'est que juste après, elle est venue s'allonger sur mon cœur, en fait. Ouais. Donc, j'étais contente. Et je me dis pas, est-ce que ça a marché ou pas? Finalement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'étais contente avec ça. Et en plus, ça a duré 5 minutes. Enfin, j'étais pas du tout, j'ai pas vraiment pris le temps. Je venais de méditer, donc je me suis dit, c'est bon, je suis ancrée, allez, je tente. Le chat était sur le lit, j'en ai profité. Donc c'était rigolo. Et j'ai bien pris le temps aussi de dire, bon, la communication s'arrête. Oui. Et c'est important de remercier et d'inviter l'animal à revenir dans son espace et nous revenir dans le nôtre. Ne pas rester aussi en lien, pour que chacun puisse reprendre finalement sa place. Ça c'est important et merci de le rappeler. On raccroche le téléphone en fait. Ouais, c'est ça. On ne reste pas en lien tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui n'ont pas envie d'y croire, qui sont sceptiques, qui se disent la télépathie ça n'existe pas, ce genre de choses? Si j'avais un conseil à donner ou quelque chose à dire pour les personnes les plus sceptiques d'entre vous, eh bien c'est déjà de continuer à rester sceptique, c'est-à-dire de continuer à faire preuve de discernement, parce que malheureusement dans la communication animale, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'erreurs, qui sont très délétères pour les gardiens et les animaux. Donc, restez très attentifs à cela. En fait, il faut tout simplement en faire l'expérience. Alors, c'est très simple. Si vous avez, admettons, un animal avec lequel vous avez des difficultés, eh bien, consacrez à cet animal 1 à 2 minutes par jour. Le matin en vous levant, par exemple, ou le soir avant de vous coucher. Vous n'avez pas besoin d'être à côté de lui. Mais fermez les yeux, vous mettre dans un coin où vous serez en silence, pensez à lui
et l'inviter à vous rejoindre dans un espace, un lieu vibratoire ou un paysage intérieur, peu importe, à l'intérieur de votre cœur. Coupez avec le mental, 1 à 2 minutes, invitez l'animal à rentrer en résonance et en lien avec vous et parlez-lui. C'est-à-dire que vous allez avoir un flux de pensées positives où vous allez demander à l'animal de coopérer avec vous ou de vous expliquer, de vous faire ressentir ce qui génère en fait son problème. Et vous allez écouter 1 minute ce qu'il se passe, et même si vous avez l'impression de ne rien entendre du tout au début, ou même jamais, vous allez pouvoir noter très rapidement un changement de comportement au bout d'1 semaine ou 15 jours. 15 jours, c'est un peu long, mais si vous êtes vraiment dans une posture de non-attente et que vous jouez le jeu de cette reliance à l'animal, dans le silence du cœur, vous risquez fortement de percevoir des manifestations qui vont vous étonner et qui vont donc valider ce type de communication et de reliance. Voilà. Ensuite, j'ai écrit Conscience animale pour montrer aux gens aussi ce qui peut se passer, la teneur en fait du lien entre l'humain et l'animal. Je ne souhaite pas faire du prosélytisme et j'ai longtemps douté de mes connexions. Mais au bout d'1 millier de connexions avec les animaux et surtout avec les retours que m'ont fait les gardiens, je me suis rendu compte que ce que je disais était juste et que les bénéfices étaient extrêmement positifs, que ce soit pour l'animal et le gardien, que je ne faisais pas de mal, que je faisais du bien. Ce qui a eu pour mérite d'asseoir en fait ma légitimité au bout de plusieurs années de pratique. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu dis pas tu vas te connecter à un animal, il n'y a que le subtil, blablabla. On est des humains incarnés et on a cette expérience de vie sur Terre qui nous est donnée et on a la possibilité d'en faire une expérience encore plus merveilleuse en y intégrant le lien à tout le vivant qui fait partie de nous, dans lequel on est. Il n'y a pas de grosses barrières entre là où s'arrête mon corps, parce que c'est ma peau, et puis tout le reste qui m'entoure. Ouais. Et en fait, jour après jour, on peut prendre des décisions pour notre vie d'humain, qui impacteront peut-être nos vies futures et nos vies d'avant. Mais grâce à cette connexion-là, quoi. En fait, c'est pas je suis juste perché et ma vie c'est ça, ou moi je suis quelqu'un de cartésien et ma vie c'est ça, c'est je fais ce que je veux avec les outils que j'ai. Et... Mais il y a un outil que tout le monde a, c'est le corps. Ne serait-ce que ça, rester à l'écoute de son corps. Le corps, il sait ce qui est juste et bon pour nous. Hein. Donc projetez-vous dans un environnement dans lequel vous êtes habituellement pas à l'aise, vous allez voir la réaction de votre corps. Il va se tendre, il va se fermer. Alors que si vous vous projetez sur une magnifique plage là que j'ai vue ce matin, votre corps il va se détendre. Donc ça finalement, ta pensée. Ben oui. Donc si je me projette dans une telle ou telle activité, dans tel ou tel métier, dans telle ou telle situation, mon corps va me dire oui ça c'est bon et c'est juste pour toi, vas-y. Ah non là, regarde, je me tends, ça me fatigue, je me ferme. N'y va pas. Donc ne serait-ce que ça. Et c'est comme c'est le pendule intérieur. Est-ce que c'est juste d'amener mes vaches à manger dans tel pré là cette semaine? Eh ben, mon corps peut me donner l'indication. Si ça, c'est le pendule intérieur. J'ai un oui-non. Apprenez à découvrir votre oui-non. Je vous partage ici un extrait d'une communication réalisée par Peggy avec une poule dans un grand élevage bio à la demande de l'éleveur. Je vous conseille d'aller découvrir la totalité de la communication dans le livre de Peggy qui est à paraître l'année prochaine. Voilà ce qui s'est passé. Alors déjà, si habituellement j'invite l'animal à me rejoindre dans mon espace de communication, eh bien là, il s'avère que c'était difficile cette fois de le faire et c'est moi qui étais projetée dans cet immense poulailler.
J'ai senti quelque chose d'à la fois rassurant, mais en même temps très oppressant. Et la poule sur laquelle je me suis focalisée et que je suis en train d'interroger semble même assez surprise de ma présence dans son champ énergétique. Alors je me présente à elle et je lui explique pourquoi je suis là et je lui demande si elle a conscience de ce qu'elle vit, si elle peut m'en parler. Le fait aussi qu'elle soit là pour faire des œufs et que ces œufs sont revendus donc pour que l'humain les consomme. Alors, et qu'une fois que sa rentabilité sera en baisse, elle ira chez des particuliers. Voilà comment je m'annonce. À cette annonce-là, après, je ressens une forte pression au niveau de mon plexus et de ma poitrine. Et puis je ressens du stress, une forme d'inquiétude. Je comprends, je ressens et elle m'exprime que le bruit, c'est un problème pour elle. Elle juge qu'il y a un trop grand nombre de poules autour d'elle, qu'elles peuvent sortir, ça elle me le dit, qu'elles peuvent avoir plus d'espace si elles le veulent, mais elle m'explique que la ponte s'effectue à l'intérieur et que même si elle sort, elle passe un certain temps dedans et que dedans en fait ça résonne et que la poule qui me parle en fait aspire visiblement à beaucoup plus de calme. Alors je ne la sens pas malheureuse, mais je ne la sens pas épanouie non plus. Alors je lui demande ce qui lui manque et là elle me montre un espace à l'extérieur où la terre est pauvre en me disant en fait que c'est l'endroit où elle vit. Dans ce qu'elle me montre, je ne perçois pas de végétaux, de variété de végétaux. Et elle m'explique alors que c'est la variété de l'environnement qui semble très important pour elle et pour les autres. Et qu'il y a dans son quotidien une forme de routine. La dernière question que je voulais te poser, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui ont envie de devenir paysans, paysannes, pas forcément jeunes d'ailleurs, mais des jeunes dans le métier aussi. Dans le métier. Alors moi j'ai envie de leur dire déjà commencer par travailler à échelle humaine et de pas tout de suite vous plonger dans une activité avec beaucoup d'animaux et commencer à vous mettre en lien justement avec un petit cheptel ou un petit groupe d'animaux pour mieux les connaître. Comme ça solidifie la base, je dirais. Et on part d'une base et d'une structure solide et après on voit jusqu'où on peut aller. Parce que souvent j'ai vu le contraire et puis c'est plus tenable. À un moment donné c'est plus tenable. Et puis l'exploitant s'écroule en fait. Ou se retrouve dans des contraintes financières énormes. Donc c'est rester à échelle humaine, au plus près de ces animaux. Et puis aller peut-être dans quelque chose de plus diversifié. Alors là c'est un peu compliqué, mais d'intégrer en fait dans ces conduites d'élevage d'autres animaux peut-être et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ou collaborer avec d'autres. Comment tu prends soin de toi et comment tu prends soin de toi aussi dans cette période où le monde parfois moi me fait vraiment peur. Parfois j'ai peur de l'avenir. Comment tu te sens par rapport à ça et comment tu prends soin de toi dans le monde d'aujourd'hui, quoi? J'ai envie de te répondre que bon, déjà c'est une super question et c'est vraiment la question du moment parce que là je me sens sur le fil du rasoir avec des symptômes qui font penser au burn-out. J'ai la chance d'avoir mes animaux qui me reflètent en miroir mon état physique, émotionnel. Donc je sais que si mon cheval a des problèmes d'estomac,
je me regarde, moi, et c'est vrai que en général, j'ai aussi ces problèmes-là. Et c'est quand il y a trop de stress et que j'arrive plus à gérer mon stress. Donc pour l'instant, je dirais que je fais un peu le yo-yo et que grâce à eux, je reviens très vite à me dire, oula, attention, où est-ce que je déborde? Donc je sais que je suis très sollicitée par des personnes aussi qui vont pas très bien. Et maintenant, ce n'est plus avec culpabilité et c'est plus en me sentant égoïste que je prends soin de moi. C'est que là, vraiment, j'arrête tout et je me repose et je prends ce temps de m'émerveiller, de revenir dans le moment présent. Et je sais qu'après, je serai plus juste dans mon rapport aux autres. Que ce soit les animaux ou les humains. Mais avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés en me disant c'est très égoïste et je faisais passer les autres avant moi. Et je me suis rendu compte que c'était pas juste parce que j'ai failli perdre la santé aussi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de burn-out. Et je me rends compte aussi à quel point c'est délétère d'être tout le temps connecté aux nouvelles technologies ou aux réseaux sociaux. Et on perd beaucoup de temps, énormément de temps à regarder notre téléphone et ces réseaux sociaux. Et ce temps qu'on perd, eh bien en fait on ne le prend pas pour soi, pour se régénérer, pour s'émerveiller, pour en fait rêver, ne rien faire. C'est très important. Ça nous permet d'être et de revenir dans l'instant présent et de se régénérer en fait. Et c'est avoir cette conscience-là et ne pas s'en vouloir et de se dire oh là, je dérape. Hop, je reviens. Ouais. J'ai pris conscience aussi récemment, parce qu'au départ, quand j'ai imaginé l'école d'agroécologie voyageuse, on pensait en créer 100 d'ici 2030. Tu vois, on avait des ambitions de créer 100 écoles et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais me tuer à la tâche. À créer une école d'agroécologie, quand même, c'est un comble. Bon, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Hein. On veut faire le bien et puis on s'épuise. Et là, aujourd'hui, j'en ai créé une. Elle s'arrête. Donc, j'en ai même pas créé. Déjà une, elle s'arrête. Alors 100. Mais c'est tellement juste parce que je me dis, c'était ma mission. Et d'autres personnes reprendront cette mission si elle doit être reprise. Oui. Mais j'ai envie de vivre et j'ai envie de profiter de la vie et d'avoir des moments de qualité dans ma vie et pas de courir tout le temps. Tout à fait. Donc ça me parle ce que tu dis. Oui, puis ça fait boule de neige, c'est-à-dire qu'on devient des êtres inspirants aussi quand on va bien. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas besoin de changer le monde, il suffit de rayonner. Et autour de nous, ça rayonne aussi. Et donc dans la deuxième partie de ma question, il y avait est-ce que tu as peur parfois dans le monde dans lequel on vit et comment tu fais? Est-ce que on parle d'éco-anxiété, alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est assez réducteur, je trouve. Il y a juste éco. Bon, après éco c'est la connexion au tout. Est-ce que tu as des moments comme ça où toi tu te sens pas bien par rapport au monde? Alors je parlerai pas de peur, je parlerai plutôt de tristesse. Ouais. Parfois j'ai cette tristesse et je me dis oh là là, ça va tellement lentement. Tout ce qui est lié à la pollution, ça me fait du mal, quoi. Ça me fait mal au cœur, ça me rend vraiment triste. Mais au fond j'ai pas peur parce que je suis d'une nature très optimiste et puis comme je suis en permanence connectée à quelque chose de beaucoup plus vaste, je sais que tout ce qu'on vit c'est une expérience et que cette expérience elle est juste. Donc j'accueille, j'observe, je fais ma part et puis on verra et je me sens prête à accueillir tout ce qui se présentera parce que c'est une expérience. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager ou... Simplement, je suis très heureuse d'avoir connu ton podcast et puis ça me nourrit. Je trouve très nourrissant ces échanges et très précieux aussi pour
ce que tu donnes à entendre et de faire le lien comme ça entre tous ces éleveurs et les consommateurs ou les gens comme moi. Enfin, c'est précieux en fait, tes témoignages. Vraiment. Donc merci, c'est un honneur pour moi d'avoir été interrogée, de faire partie de ces podcasts. Merci beaucoup, Peggy. Le fait peut-être d'avoir voulu être fermière petite, je me sens vraiment en lien en fait avec le paysan, avec la terre, même si c'est pas le cœur de mon métier. Pour moi c'est très important parce que ça nourrit en fait, c'est ceux qui nourrissent l'humanité quoi, quand même. Eh oui, quand même. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer et développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.